La bibliothèque municipale de Tours présente une conversation enregistrée le 20 novembre 2020 dans le cadre du mois du film documentaire Dématérialisé. À propos de Portail, film réalisé par Yvan Petit, et de Pneumatique Cinéma, une chaîne de cinéastes confinés, en partenariat avec 100 Canal Fix. Oh, magnifique, on s'entend. Bon, c'est quoi l'idée? Nous allons faire une causerie, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut savoir combien on est au maximum? Quelqu'un? On est 36 là. Oui, c'est à vous? Ah oui, là-haut, ok, ça marche. Yvan, tout le monde te connaît, moi je vais peut-être me présenter après. Non, je connais pas tout le monde. Hein, non, mais tout le monde te connaît. J'ai pas dit que toi tu connaissais tout le monde, mais je pense que les gens sont amis de toi. On espère un peu de public aussi qui fréquente la médiathèque François Mitterrand. Ou de plus loin. D'où on peut savoir? Alors d'Orléans. Moi c'est Lucie, je suis à Sans-Soleil. Alors moi la dernière fois que j'ai vu un film, une projection de film d'Yvan Petit, c'était au Volapük. Il y a eu des choses depuis. C'était quand? Oui, c'était il y a 6 ans. Ça devait être mon premier journal filmé. C'est ça. C'était super. Et ben voilà. Bon, c'est la même chose 10 ans après. En fait. On avait passé juste avant la guerre, en 2014, à la médiathèque, donc effectivement ces fameux 6 ans. Mais il me semble qu'entre aujourd'hui et ce 2014, on avait passé une autre étape de ton journal à la médiathèque, mais j'ai pas réussi à retrouver. Je ne sais pas si on n'a pas passé une étape de celui qui devrait être fini, mais qui n'est pas encore vraiment commencé à se monter. À la base, c'était ça qu'on devait présenter au mois du film documentaire, là, de cette année. C'est vrai. Et oui. C'est la base de cette soirée. Normalement, c'est un film qui aurait dû être fini et qui n'est pas commencé véritablement de monter. Et puis, il y a eu un méchant virus et puis des mois coincés chez soi. Et du coup, tu es passé sur autre chose. Je me présente très rapidement. Je suis Benjamin Drouillet. Je suis responsable de l'action culturelle à la bibliothèque. Et donc, on a monté ça avec Noël et Yvan et d'autres collègues de la bibliothèque qui ne sont pas présents ce soir. Ça nous a pris pas mal de temps, mais on est très content que vous soyez là. Vraiment, c'est une grande satisfaction. Donc, Noël Glovacki, je m'occupe de la section cinéma à la médiathèque François Mitterrand. Le mois du film documentaire, c'est une manifestation nationale qui a été créée par des bibliothécaires, réunis au sein d'une association qui s'appelle Images en bibliothèque, et qui propose donc tous les ans en novembre de valoriser les collections de films documentaires dans les bibliothèques publiques. Et au-delà, en fait, ça touche maintenant aussi tout un tas d'institutions culturelles, des cinémas, enfin voilà, c'est un rayonnement national qui est très intéressant et international d'ailleurs. Voilà, donc cette année c'est un petit peu particulier, mais on a réussi heureusement à monter cette soirée. Donc avec Yvan, on se connaît bien, du coup, ça fait aussi quasiment depuis les débuts du mois du film documentaire qu'on se fréquente, qu'en tout cas 100 Canal Fix a été un des premiers à présenter ses films sur Tours dans le cadre du mois du film documentaire, à proposer aussi des projections. Alors merci à vous, à la médiathèque, à la bibliothèque, à tous les gens avec qui on a réussi à monter ça, parce que évidemment le 27 octobre on s'est téléphoné en se disant que la projection de ce film qui a été réalisé au départ sur une chaîne YouTube, donc qui était enfermé dans un ordinateur et qui aurait dû être montré en public aujourd'hui, et ben soit on faisait plus rien, soit on le remontrait sur Internet. Et après avoir discuté et avoir réussi à trouver des solutions techniques dont on espère qu'elles vont fonctionner, je suis quand même content qu'on la fasse plutôt que d'avoir laissé tomber ça aussi. Bon, même si on n'est pas exactement ensemble, je suis assez content de voir des visages sans masque. Ça fait un moment. En tout cas, je suis très content qu'on essaye de faire ça comme ça. L'idée, ça a été assez vite, on s'est mis d'accord sur le fait que c'était quand même une projection en direct. C'est pas une chaîne YouTube, le film va pas rester. Peut-être qu'on refera une diffusion pour le montrer à quelques autres personnes, mais je voudrais quand même encore un petit peu espérer qu'il arrivera à être montré sur un grand écran, plutôt que là on soit chacun d'un côté de l'écran, de façon à ce qu'on puisse retrouver. Le truc est quand même bien quand on fait des projections, c'est de se voir après en vrai. C'est plus facile pour échanger, hein. C'est une première pour tout le monde. On travaille un peu tous, je crois, avec ces outils-là. Maintenant, on n'a pas forcément tellement le choix de faire autrement. Mais montrer un film comme ça, c'est à la fois vachement touchant de vous voir, et c'est assez bizarre quand même
C'est marrant. C'est stressant comme vraiment montrer un film en vrai et en même temps, je suis chez moi en chaussettes. C'est assez drôle. Et ouais, alors, ce qui est aussi un peu schizophrène, c'est notre thématique du mois du film documentaire dans les bibliothèques de Tours, c'était nos vies numériques. Et moi, c'est un thème que j'avais lancé en janvier-février, je ne sais plus exactement. C'était après avoir vu un film qui était passé sur France 2, qui s'appelle People's Republic of Desire. Le réalisateur donc, est un Chinois expatrié aux États-Unis, mais il revient régulièrement filmer dans son pays et qu'on aime bien confronter justement les deux cultures américaines et chinoises. Et là, il s'est intéressé au phénomène du live streaming, qui est complètement en train d'exploser en Chine. Il y a une multitude de plateformes qui proposent donc à des jeunes, la plupart du temps ce sont des jeunes, de se mettre en scène et de raconter leur vie en direct face à des millions de fans. En Chine, ça se compte par millions, hein, vraiment. Il y a des concours qui sont organisés et ces jeunes gagnent énormément d'argent, mais surtout d'autres derrière, évidemment, se font beaucoup d'argent sur leur dos. Et la façon dont ce film est tourné, on a l'impression d'être dans un épisode de Black Mirror, la fameuse série qui est sur Netflix, que vous connaissez peut-être, qui s'articule exclusivement autour justement des nouveaux moyens de communication et qui invente un monde dystopique. Et là, vraiment, on se croirait dans quelque chose qui pourtant est réel, hein, qui est là tous les jours. Et voilà, alors c'est très dommage, on voulait montrer ce film la semaine dernière, on ne pourra pas, pour des raisons de droit, c'était compliqué de négocier aussi avec les États-Unis, voilà, donc tant pis, il est visible sur Vimeo en version originale, sous-titré en anglais, donc pour ceux qui ont le courage, vraiment, je vous le recommande, c'est un film assez génial. Pour l'avoir vu, le fameux documentaire, la People's Republic of Desire, il est vraiment fascinant, mais aussi glaçant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez dur à aller jusqu'au bout du truc, tellement on a l'impression effectivement d'être dans un monde futuriste complètement dénaturé, déshumanisé, et pourtant ça se passe bien aujourd'hui, et peut-être même bientôt chez nous, quoi. Du coup, moi, mon interrogation principale, c'était justement ces nouvelles pratiques, en fait, d'exposition de soi sur des réseaux sociaux, sur Internet, sur les plateformes, donc sur YouTube. Et comme on s'est vu avec Yvan à ce moment-là, il m'a dit ah bah ouais, c'est un truc justement sur lequel je travaille, et puis c'est quand même un peu aussi ce que tu fais, Yvan, de te filmer et de présenter des films, de présenter ta vie du coup à travers des films. Et voilà, tu veux peut-être continuer justement sur ce cinéma à la première personne et comment ça résonne par rapport à ces pratiques nouvelles. Streaming, bêtement parce qu'il y a encore le mot cinéma dans la première personne. Là, on est en direct. Le film que vous allez voir, c'est évidemment pas du direct, donc c'est une suite de choix, c'est une suite de choses qu'on retire. Même si je me filme, et on est pas mal de gens à se filmer là, qui sont là ce soir sur Skype. Et donc, on sait bien que la première chose, c'est que quand on se filme et qu'on essaye que ça soit encore un peu du cinéma, c'est pas tout à fait nous. C'est aussi un personnage. C'est un personnage qui démarre de nous-mêmes. Mais il y a un filtre, il y a le fait qu'on est conscient qu'on est en train de se filmer. Et je pense qu'une des différences, c'est que peut-être que le streaming, c'est une manière de montrer son intimité. Je suis pas persuadé que le cinéma à la première personne ne soit pas quelque chose pour des gens qui ne cherchent pas tellement à montrer leur intimité. On part de nous. Mais partir de nous, c'est pas forcément raconter sa vie. Je voudrais commencer par les ciseaux pour le devant. Je suis pas sûr que j'ai fait le point en fait. Ouais, Ce serait quand même dommage. Quand on préparait cette rencontre, on évoquait le lien avec la télé-réalité et du coup, ce qui moi m'interpelle aussi, c'est la fascination du public pour ce genre de contenu. Moi, ça me viendrait vraiment pas à l'idée d'écouter une nana chanter dans sa chambre pendant des heures. Mais voilà, il y a des gens que ça fait rêver, qui idolâtrent ces vies et qui presque vivent par procuration. Nous allons, du coup, regarder cette œuvre de cinéma qui est Portail. Alors, juste avant, Yvan, tu pourrais présenter aussi le projet Pneumatique Cinéma, dont est issu Portail. Portail, c'est un film qui dure 38 minutes, c'est pas très très long. Ça a été tourné entre mars, début du confinement, et ça a été terminé de tourner en octobre. Donc en fait, un tout petit peu plus loin que le déconfinement qui, paraît-il, a eu lieu en mai
avant qu'un reconfinement ait lieu le 27 octobre. Ce film est constitué à partir de choses qui ont été fabriquées et diffusées quasiment au quotidien sur une chaîne YouTube qu'on a lancée le jour du début du premier confinement et qui s'appelle Pneumatique Cinéma. On travaillait quasiment au quotidien. Ça s'est presque fait un petit peu comme ça. Ça, je pense qu'on en discutera un peu. Il y a pas mal de gens qui ont fait des films, dont ceux qu'on va voir ce soir après Portail. On pourra essayer de rediscuter de comment ça a démarré. C'est-à-dire qu'en gros, de façon assez intuitive et instinctive, c'est parti, quoi. J'ai proposé ça et puis quelques personnes, voilà, il y a le lien sur la chaîne, mais on ira après. Il y a quelques personnes qui ont commencé et assez rapidement, on s'est retrouvé à une vingtaine à faire des tout petits films quasiment jour le jour, pour la plupart. Et donc, moi, je fais partie des gens qui ont fait des films au jour le jour. Et puis, cet été, j'avais la sensation que le travail n'était pas terminé. Que ces films, et du coup c'est un petit peu l'usage que j'ai de YouTube, que les films que je publie sur ma chaîne YouTube, et moi je fais mon journal maintenant depuis plus d'1 an et demi, tous les 2 jours, 3 jours, 4 jours, une semaine, ça dépend, c'est pas régulier, mais je publie des tout petits films, mais c'est comme une sorte de boîte de dépôt provisoire, c'est-à-dire que les films qui passent par YouTube sont amenés la plupart du temps à en ressortir, à rejoindre d'autres objets, à être retravaillés. Et en fait, après la publication entre mars et mai de ces films sur Pneumatique, 2 mois après, j'ai eu l'impression que le travail n'était pas terminé, que en tout cas ce que je voulais faire de ces petits films qui étaient posés sur cette chaîne YouTube, il y avait un travail supplémentaire à faire, une sorte de mise à jour, ou alors peut-être moi prendre du recul sur ce que j'avais tourné et monté très très rapidement. Si vous pouvez, si vous avez des casques pour écouter Portail, c'est pas mal parce que on a eu le plaisir et la possibilité de faire un mixage cet été avec Dominique Derriot, avec qui je mixe beaucoup de films et avec qui c'est toujours un travail super étonnant parce que on part véritablement de ce qui a été capté. Et ce qui a été capté, c'était avec un petit micro rajouté assez simple. Et je ne sais pas si vous avez eu la même sensation, on en parlait un peu avec Noël tout à l'heure, que finalement le confinement, ça a été une expérience sonore. Une expérience de redécouvrir que dans les silences, il y avait beaucoup de sons. Que d'un seul coup, les sons devenaient tous extrêmement perceptibles, extrêmement bizarres. Et chez moi, le bizarre ramène à quelque chose qui est cinématographique, et ça, je pense qu'on pourra en parler après, qui est une idée de burlesque. C'est-à-dire qu'en fait, le son du monde, d'un seul coup, dans ces 3 mois extrêmement bizarres, m'a semblé totalement burlesque. Et il s'est trouvé qu'il y avait un objet chez moi qui contenait à la fois tout ce burlesque et toute cette idée d'enfermement. Ça a été le portail qui est un portail ravissant. Vous allez le voir beaucoup dans le film, puisque du coup, le film s'appelle Portail à cause de mon portail. Donc vous allez voir et surtout entendre le grincement tout à fait étonnant de ce portail, qu'on a un tout petit peu accentué au mixage, mais qui est comme ça en vrai, quand même. Et donc qui a été la base sonore de cette sensation de 3 mois, en fait. Pendant 3 mois, j'ai eu l'impression que le monde grinçait. Donc, je sais pas, on peut peut-être le regarder. Et après, on regardera 7 films de Pneumatique que j'ai pris. C'est pas une sélection, c'est pas forcément c'est les meilleurs, c'est en fait des films qui ont... Il y a des connexions, mais ça, je veux bien qu'on en parle un petit peu après. C'est-à-dire finalement, comment est-ce que les connexions se sont faites pendant 2 mois ou 3 mois entre des gens qui en fait ne se sont pas vus physiquement, mais se sont envoyés des films. Je pense qu'on était peut-être les premiers destinataires des films, et puis ça infusait, ça renvoyait vers l'extérieur et ça en renvoyait vers les autres. Moi, je voulais déjà dire merci à Yvan
parce que effectivement, je trouve que donc ça fait, comme je le disais tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que j'ai le plaisir de présenter tes films, des étapes de journal filmé, souvent en avant-première en plus. Tu me fais ce grand honneur à la médiathèque. Et à chaque fois, je suis bluffée parce que je me dis, effectivement, je vais regarder un film de quelqu'un qui va raconter sa vie. Est-ce que ça va me passionner? Est-ce que ça va m'interpeller? Et il y a toujours un plus cinématographique qui fait qu'on rentre complètement dans ton histoire. Tout en restant en décalage aussi, en n'étant pas non plus justement obligé de rentrer dans une intimité qui peut être gênante quand on va sur des trucs de streaming. Tu as bien fait de nous dire d'ailleurs de mettre le casque et puis d'écouter les sons. D'ailleurs, il faut que je te demande si c'est bien le bruit de l'escargot. Pas du tout. Pas du tout. Le bruit de l'escargot, si je me souviens, c'est un bruit de quelque chose qui frotte de la pluie. D'accord. C'est-à-dire que c'est un bruit. Et ça rend bien. Bien, je suis d'accord. Ça donnait presque une impression de feu. Enfin, il n'y a aucun son qui a été refabriqué après. C'est-à-dire que tous les sons, c'est des sons que j'ai enregistrés pendant la période du confinement. Après, il y a des sons qu'on a déplacés, décalés, etc. C'est ça, c'est pas des sons immédiats. Voilà. Donc c'est ça aussi le travail cinématographique. En fait, c'était là-dessus que je voulais t'amener. C'était un petit peu sur tes petits, sur tes trucs et sur l'écriture, sur la façon, voilà. Donc tu avais voulu mettre en scène ce film parce que c'est vraiment de la mise en scène. C'est ce que je disais un petit peu avant la projection. En fait, les films dans leur forme initiale sur Pneumatique Cinéma, c'était comme tous les gens qui ont travaillé sur Pneumatique, des choses qui étaient très intuitives, qui se fabriquent très très rapidement. Là, chaque tournage de petites séquences qui étaient des petits films, je pense que le plus long à tourner, ça a dû être 4 heures, et c'était parce que j'attendais que la pluie commence, s'arrête, finisse, etc. Et les montages se faisaient en général dans les 3-4 heures qui suivaient. L'idée était de publier au jour le jour quasiment. Après, le travail de réflexion et de remontage, il a été évidemment beaucoup plus long. J'ai l'impression que ces petits films deviennent très rapidement des propres archives de moments de ma vie ou de sensations de ma vie que je réétudie et que je retravaille derrière. Et une fois que c'est un petit peu plus conscient, une fois que c'est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de distance de prise, ça, je pense que c'est un truc important au cinéma à la première personne, c'est de prendre une distance par rapport à des choses qu'on peut filmer, voire monter. Moi, quand je fais mes journaux filmés en forme plus longue, c'est pas en une journée, c'est en 7 ans. Donc en fait, je passe d'une publication en une journée à une diffusion en 7 ans. Et l'écart, il est énorme entre les deux pratiques, en fait. Et Portail, c'est quelque chose qui a été fait avec le recul, laisser passer 2 ou 3 mois après la fin du premier confinement, voir un petit peu ce qui se dépose, voir un petit peu ce qui reste, et supposer, parce qu'évidemment c'est ça la blague, on dirait que les films faits en confinement seraient-ils condamnés à rester confinés en permanence après, je sais pas, l'avenir le dira, mais ce qui était intéressant cet été, c'était de travailler Portail en me disant c'est un film qui va être montré sur un grand écran, ce qui n'a aussi pas eu tout le même rapport. On a des discussions sur le cadrage aussi par rapport aux questions de films qui sont sur YouTube. Est-ce qu'on regarde des films au téléphone sur un petit écran, un grand écran, etc. Et Portail, c'est volontairement un film qui était plutôt fait pour être regardé en grand. Oui. Alors que justement, les films qu'on va trouver, les films de confinement, est-ce que dans quelques années, quand tout le monde aura oublié ce qui s'est passé, enfin bon, parce que on sait qu'on a la mémoire courte, est-ce que ça continuera à avoir un sens de les regarder et de les laisser comme ça Alors que je pense que ton film, oui, lui, il y a un retour sur une histoire qui est peut-être plus facile à faire. Que par des bribes de petits films dont on va avoir un aperçu quand on va voir justement Pneumatique et qui correspondaient plus à un instant, à une réaction dans un instant. Oui, donc il y a quelques personnes qui ont aussi travaillé justement sur une remise en forme de ce qu'ils ont fait sur Alors, c'était aussi une autre question que je voulais te poser, justement, est-ce qu'il y a d'autres cinéastes qui ont fait ce travail de remontage de leurs films? Il y a notamment Alain Evasti-Comte. Alors, je sais qu'Alain était là tout à l'heure, je ne sais pas s'il est, il est là. Et Elisabeth et Dominique Mogard qui ont retravaillé des formes derrière. En fait. C'est pas tout à fait la même chose pour nous. Parce que
on a fait la série qui s'appelle Aux confins. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, enfin à plus d'un mois après le début, on a commencé à se poser la question de faire un bout à bout de nos fragments. Et il s'est avéré que ça fonctionne et que ça fait un long métrage, puisqu'il a été ensuite projeté notamment aux rencontres de Sainte-Livrade, où aussi le film de Bedivant a été projeté. Mais justement, on n'a pas fait de remontage, on a fait un bout à bout, sans rien changer, sauf quelques points de détail en typographie, mais pas du tout les fragments. Et il s'est trouvé que ces fragments, mis bout à bout, ont créé une narrativité, ont créé une sorte de fil, et que ça tient tout à fait en long métrage. Mais c'était à la fois inattendu et non prémédité, bien sûr. Donc c'est pas tout à fait la même histoire. Ouais, mais si je pense qu'il y a une logique, en fait. Je pense que le fait de les faire, évidemment, les uns après les autres, puisqu'il y avait une chronologie dans les films de Pneumatique, en fait, je pense que des fois, je crois que par exemple, l'écriture, elle s'est précisée au fur et à mesure des films. Pour ceux qui ont travaillé vraiment presque sur une forme journal, c'est-à-dire, en tout cas, quasiment de quotidien. Donc, en fait, finalement, les mettre bout à bout, moi, ça me paraît assez logique que ça fonctionne, enfin, surtout sur les vôtres, où il y a quelque chose qui est. Il y a une forme qui est la même, il y a vous qui êtes dedans comme personnage, etc. Donc, ça crée une continuité narrative déjà au départ, quoi. Donc les films de Pneumatique, ils sont évidemment encore tous accessibles. Il y a plus de 250 films qui sont accessibles. Je pense que ça fera une base de données pour l'avenir aussi. Tous ces films qui existent. Après, il y a déjà quelques personnes qui se sont coltinées à une question vachement délicate. C'est comment est-ce qu'on peut programmer des films issus de Pneumatique. C'est un peu ce qu'on fait ce soir quand même. Un peu ce qu'on fait ce soir, là c'est une des premières fois. Comment est-ce qu'on peut montrer ce monstre? Parce que si on voulait montrer l'ensemble du truc, il faudrait montrer 250 films qui font entre 1 minute et 4 minutes. Regardez 7 heures de films d'1 minute, c'est presque impossible. Les films autobiographiques sont souvent, historiquement, des films très très longs, des films fleuves. Là, ce qui est aussi une curiosité, c'est que pour les films plus autobiographiques, c'est des films très courts, c'est des formes très courtes. Il y a beaucoup de diversité quand même sur Pneumatique Cinéma. Est-ce qu'il faut travailler, les regarder auteur par auteur, piocher? Moi, je sais quand j'y vais, je vais plutôt piocher justement pour pas non plus créer une espèce de routine qui, à force, pour moi en tout cas, serait fatigante. Je préfère avoir justement ponctuellement une petite pastille pneumatique. Sur Pneumatique, c'était pas que de l'autobiographie. C'est toute l'ambiguïté de la période. C'est une mise en abîme, justement, on en parlait tout à l'heure. On travaille à partir de ce qui reste, et ce qui restait, c'était soit un environnement, l'éventuel point de vue que individuellement on avait, un espace limité, et il y a des gens qui ont travaillé plus ou moins avec leur corps, leur voix, leur intérieur, des ombres. On va voir Bruno sans le voir, on va voir l'ombre de Bruno se dédoublant cinématographiquement. Donc je crois que oui, ils travaillent tous la question de, je sais pas si c'est de l'autobiographie, mais en tout cas il y a l'histoire de un corps et un regard, quand il reste à peu près plus que ça, avec quoi on peut travailler pendant cette période figée. On pouvait retravailler à partir de nous. J'ai pris volontairement des films qui en fait datent du début du confinement. Je pense que ça va jusqu'au le film de Bruno doit être le film le plus loin dans le temps, et je crois que c'est début avril. En fait, moi, tu m'avais envoyé une liste où tu les avais classés par date. Voilà, et je garde ce montage-là parce que c'est aussi intéressant, parce que ça raconte aussi comment est-ce que nous on les recevait, puisqu'on regardait nos propres films. On était souvent les premiers spectateurs des films. Donc en fait, c'est des films qui ont enclenché, en tout cas pour moi, de façon plus ou moins consciente. C'est pas forcément des discussions. Il y a dans les 6 ou 7 films que je vais vous montrer, il y a des amis très proches et il y a des gens que je connais pas du tout.
On a essayé de faire une cartographie des différentes écritures, c'est vachement compliqué. Ça va vraiment de l'art vidéo au cinéma expérimental à quasiment de la fiction. Bon. Et du coup, je me suis dit, voilà, sur 6 ou 7, sur une projection qui va faire une vingtaine de minutes, qu'est-ce qu'on perçoit? On est beaucoup de gens qui ont fait des films sur thématiques. Si vous avez envie de prendre la parole et de partager votre expérience, surtout n'hésitez pas. Justement sur le sens de votre prise de caméra, prise de parole, je ne sais pas comment formuler ça. Moi, je ne suis pas une habituée. Hein, voilà, c'était le premier confinement, c'était une première pour moi, contrairement à Dominique. Pour le cinéma, pas pour le confinement. Pour le cinéma, oui. On en faisait un par jour avant, voilà. Pas toujours de bonne qualité. Le premier confinement, c'était une chose, je dirais, comme j'avais écrit, on était sidérés, et puis là, on n'est pas considéré. Dans les premiers films, on était quand même dans ces choses qui grattent, qui à la fois font sourire, mais en même temps qui grattent un peu dans la société, quoi. Voilà. Pneumatique Cinéma, c'est un engagement aussi. Oui, c'est un engagement. Et l'envie que ça m'a donné, enfin l'envie modeste, hein, mais l'envie voilà, de filmer. Comme le premier confinement, j'avais aussi filmé le quartier à ma mesure, à ma taille, quoi. Hein, donc, je voulais aussi témoigner de problématiques sur mon quartier. J'habite dans un quartier prioritaire où il y a des belles choses qui se passent et des choses moins intéressantes. Et là, pour ce deuxième confinement, ça me donne l'envie de travailler pour continuer de filmer et rendre aussi les habitants acteurs, c'est-à-dire de filmer avec leur portable. J'ai déjà passé plusieurs coups de téléphone à des amis sur le quartier pour que, suite au premier confinement, comment on voit notre deuxième et qu'est-ce qu'on a envie de faire voir sur nos lieux de vie communs. Il y a une grosse différence administrative, c'est que le jour du reconfinement, dans les annonces qui ont été faites, il y a eu quand même le fait que les tournages sont autorisés. Il y avait quelque chose qui était assez ironique de dire en fait, bah oui, on est des studios de cinéma encore ouverts. Tu es cité par Patrick Lebout dans les cahiers du cinéma à ce sujet-là. Et je pense qu'il y avait un côté comme ça, on joue à être des studios de cinéma individuels, quoi. Un matériel minimum, avec des conditions de travail assez primitives, artisanales et presque revendiquant ça. Enfin, là, je ne sais pas ce que les autres en pensent, mais moi, il y avait vraiment ce côté. On s'amusait, mais au sens un peu fort. C'est-à-dire, finalement, en fait, on peut continuer un certain travail. Et j'ai l'impression que Pneumatique, c'était un truc qui disait, bah, ouais, ok, on va pas pleurer, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos outils, puisque nos outils, ben, on les utilise, entre guillemets, un peu tout seul, quoi. D'autres réactions, du coup, parmi les cinéastes? Est-ce que vous rejoignez Yvan? Bah, moi, j'ai vécu une super aventure, et ça a permis de s'évader. Parce que et puis après de le faire ensemble, et puis qu'on n'était pas ensemble. Ça, c'est hyper fort. Mais moi, je vois que c'est complètement différent là, sur cette deuxième vague. Alors déjà, on est moins disponible sur cette deuxième vague. Et puis effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Elisabeth, je pense la première fois, on était sidérés, et puis maintenant, on commence sans doute aussi à être agacés. Sur les gens qui ont travaillé sur Pneumatique, on est une toute petite minorité à travailler quotidiennement sur YouTube. C'est pas des gens qui utilisent la plateforme pour publier leurs films régulièrement, quoi. Du coup, ils font des films aussi? Assez peu qui sortent en salle, Bruno un peu, Alain Vasti, c'est encore une autre question, la façon où est-ce que leurs films sont vus. Il y a la télévision aussi, parce qu'après il y a aussi beaucoup de documentaristes qui finalement ne travaillent que pour la télévision, enfin ne travaillent pour la télévision, c'est-à-dire que leurs films sont diffusés par le biais de la télévision, ce qui n'enlève en rien la qualité de leur travail. Mais le cinéma documentaire, de toute façon, a
du mal à trouver sa place sur le grand écran, dans les salles. Sur le petit aussi, en fait, où il faut vraiment... Est-ce que les plateformes, est-ce que YouTube, est-ce que c'est un espace de diffusion qui vous semble pertinent? Est-ce que le public suit? Je dis, on est dans un moment où des milliers de questions se posent à nous et je pense que personne, en fait, ici, n'a de réponse. Hein. On est vraiment dans une période d'incertitude totale à tout point de vue. Donc, on peut pas... Enfin, moi, j'ai pas de... Enfin, nous, en plus... je peux essayer de parler de notre expérience. Ça fait 40 ans qu'on fait des films. Ça fait 40 ans qu'ils sont montrés au gré des rencontres avec les amis et c'est à peu près tout. Quelques occurrences dans des festivals, mais très rares. Donc, quand Yvan nous a proposé de participer, on a continué à faire ce qu'on faisait, ce qu'on savait faire et en même temps à expérimenter parce que chaque fois qu'on fait un film, on expérimente quelque chose de nouveau. Et là, on a fait ce qu'on sait faire et en même temps, on s'est pris au jeu. C'est-à-dire, je crois que nous, ce qui nous a intéressé en tant que cinéaste totalement indépendant et autarcique, on travaille en autoproduction. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est effectivement le côté collectif. On a participé pour la première fois finalement à une aventure collective et on s'est pris au jeu pendant 1 mois et demi et parce qu'on vivait un moment historique. Là maintenant c'est fini, on n'est plus dans l'histoire, enfin si on est dans l'histoire mais on n'est plus dans un moment effectivement comme tout le monde a dit de sidération, mais on vivait un moment particulier et il y avait cette aventure collective. Mais là maintenant, nous, on recommence à faire des films, mais de façon, voilà, on va continuer, mais pas du tout de la même façon. Moi, je refuse en même temps l'idée de films de confinement. Enfin, les films, en tout cas, n'étaient pas confinés. Oui. Ça, c'est ce que dit Patrick Leboutte. Au contraire, c'était les seuls qui n'étaient pas confinés, puisque nous avons été, avec les autres, les seuls à continuer à tourner, alors que le cinéma commercial dominant, lui, était confiné. Donc, nous, on n'a pas eu l'impression de faire des films de confinement, mais d'accompagner ce moment historique. Qu'est-ce qui nous passait sous les yeux et dans la tête tous les jours, et de faire un petit arrêt sur image et d'en faire un petit film de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. C'était vraiment, c'était vraiment ça la démarche. Il y avait du doute, de l'hésitation, et on a quand même publié ces films au fur et à mesure. Mais le doute par rapport à ce qu'on vivait était tellement dingue que nos petits doutes de cinéaste, ils pesaient peut-être un peu moins lourd, quoi. Finalement, c'est des films à la première personne qui avaient très peu d'ego, j'ai l'impression. Oui, il y a vraiment une sensation d'urgence quand même dans tout ce qui a été fait par rapport à la temporalité d'habitude de réaliser un documentaire, tout le travail en amont, tout ça n'existait pas en fait, tout était dans l'immédiateté, c'est ça qui est intéressant aussi. Ce qui donne des formats très courts, c'est intéressant de voir justement que ce que tu as fait de passer à une étape de montage et d'avoir quelque chose qui soit un format beaucoup plus long. Et ça peut être intéressant de voir aussi ce qui va sortir en dehors des 2, 3, 4 minutes qui ont été vraiment le format confinement, c'est 2 minutes, 3 minutes en fait. Tout ce qui a été produit pendant le confinement, c'était ça, c'était des formats très très courts. Là, il y avait le côté immédiat, urgence, parce qu'en fait, on était tous un peu face à la mort quand même, c'était ça qu'on nous a collé. Parce qu'à la fois, ça paraît très très loin le confinement du mois de mars, ça paraît très 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 loin. Pas il y a 6 mois pour moi, il y a l'impression que c'est il y a 10 ans en fait. Ouais. La question de la temporalité, elle questionne beaucoup là en fait sur cette année là 2020. Donc à la fois dans le temps qu'on vit et dans le format que ça donne dans ce qui est produit par vous, les réalisateurs. Dans les films que j'avais sélectionnés là pour montrer, je trouve qu'ils avaient tous cette question-là de temps très resserré. Ouais. Je trouve que le film de Annelise Maurice, par exemple, c'est vachement intéressant, cette journée en accéléré qui se fait sur le temps réel de la dissolution d'une vitamine C, qui était le remède miracle. On nous disait prenez de la vitamine C. Je trouve ça très étonnant, cette journée qui est ramassée sur la durée de la fonte, je sais pas comment on dit, de la vitamine dans l'eau, quoi. La dissolution. La dissolution, oui, merci. C'est le titre. Et je trouve qu'il a ce raccord son image, il est assez pertinent. Le film de Thomas Pietro Chabassier,
sur ces espèces de boucles d'activités qui reviennent comme ça. Effectivement, c'est une expérience du temps, une expérience de la mort, donc forcément, je trouve ça au départ assez cinématographique finalement. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le confinement, finalement, ça nous a mis face à plein de premières fois. Première fois, on met un masque, première fois, on se retrouve à pas pouvoir sortir de chez soi, qui sont quand même des choses énormes, mais des premières fois, finalement. On ne pensait pas vivre, oui. La question de cette histoire de périmètre qu'on revit encore aujourd'hui, mais qui est stupéfiant. La première fois, on a tous regardé le rond, où est-ce qu'il nous emmenait. Alain et Bastille, dans beaucoup de leurs fragments, ils ont été chercher la limite du périmètre pour le peindre sur le sol. Ouais, il y a un photographe sur Paris qui avait fait ça, qui avait fait toute une frontière comme ça. François Bon a republié ce matin un film où il va à 985 mètres parce qu'après, il y a un pont, il ne peut plus passer. Bon, et vous savez quoi, on a quand même tenu 2h37 à échanger, regarder des films ensemble. Waouh! On a discuté sans masque dans une période où la dénonciation, le manque de liberté qui augmente. Donc c'est quand même, on a créé un espace de liberté sans masque, mais l'égalité sur du Skype, voilà. On est quand même dans une situation assez compliquée, mais on a passé 2 heures bien. Je préfère quand même recevoir les gens dans une salle et puis... On préfère venir aussi, on préfère y aller, mais pour le coup, voilà. Moi, en étant à Orléans, ça me permet d'être avec vous là. Ça peut permettre de partager des choses à distance quand le rapprochement justement n'est pas possible. Et pour tout un tas de raisons, il peut être impossible, pas seulement le confinement, quoi. Donc, merci beaucoup, merci Yvan déjà, vraiment pour cette proposition de cinéma, de discussion. Alors, si vous voulez quand même prolonger la réflexion, j'ai fait un petit texte justement sur les vies numériques et puis tout un tas de propositions de films à voir ou de conférences ou de séries qui tournent autour de ces questions. Vous pouvez retrouver ça dans les pages Zoom sur le site de la bibliothèque municipale de Tours. Il y a le lien sur 100 millions de vues qui est un film super intéressant. Oui. Qui était effectivement le 3e film que l'on devait passer dans la programmation. Sur la notoriété qu'on peut gagner sur YouTube. C'est un peu ce que j'écris dans mon texte. Le Pneumatique Cinéma ne fait pas 100 millions de vues, mais par contre, c'est vraiment très très important, enfin en tout cas à mes yeux, que ça existe et qu'on puisse le voir. Donc au plaisir de vous retrouver à une autre occasion. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir.